Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment se manifeste l'oubli? À quelle vitesse oublie-t-on? Que retiennent les élèves d'un cours? Comment cela s'explique-t-il? C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Pourquoi ce que vous enseignez et même les conseils que vous pouvez donner ne sont que peu, voire très peu retenus? Car en fait, le cerveau oublie. Ça, bien entendu, vous l'avez déjà constaté. Mais sachez que c'est tout à fait normal. Le cerveau ne peut pas stocker toutes les informations, il conserve seulement ce qui est important. Donc le cerveau effectue une sorte de tri des informations qu'il reçoit entre celles qu'il estime pertinentes et qu'il garde et celles qu'il estime non pertinentes et qu'il efface. Et donc, ces informations non pertinentes sombrent dans l'oubli. On dit alors qu'il y a une perte de mémoire. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Tout simplement parce que l'information que vous voulez apprendre n'a pas passé la barrière de la sélection. Alors, c'est vrai qu'on aimerait ne pas oublier, on aimerait bien mémoriser, notamment pour ceux qui doivent passer des examens ou un concours. Et pourtant, la nature est très bien faite. Pour le neuroscientifique Blake Richards, c'est une erreur de considérer l'oubli comme un handicap. Au contraire, l'oubli participe à un processus qui rend le cerveau plus efficace. Il est important que le cerveau oublie des détails non pertinents et se concentre plutôt sur les choses qui vont aider à prendre des décisions dans le monde réel. Si vous essayez de naviguer dans le monde et que votre cerveau émet constamment de multiples souvenirs conflictuels, cela rend plus difficile une prise de décision éclairée. Si vous vous souveniez de tout, il serait difficile de distinguer les informations importantes des informations sans importance. Plus vous en savez, plus il faut du temps pour rappeler des souvenirs. Comme une boîte de réception de courriel bondée. Plus vous avez de courriels, plus il vous faut de temps pour trouver un en particulier. Pour Hemming Beck, nous devons oublier pour nous souvenir des choses importantes. Par conséquent, le cerveau n'organise pas les informations comme vous le faites sur votre ordinateur. Au fait, t'as une formation Photoshop? Oui, et j'ai même un diplôme. Cool, parce que j'ai besoin d'une retouche. Tu pourrais faire une retouche sur cette photo-là? Oui, que c'est possible. Ok, je te l'envoie par mail. Parfait. On dirait pas comme ça, mais je suis diplômé. Et oui, ça vous impressionne, hein. Je suis même diplômé Photoshop. En fait, en graphisme, mais que je suis pas vraiment graphiste. Il faut savoir que plusieurs mécanismes favorisent la perte de mémoire. Et l'un de ces mécanismes consiste à affaiblir, voire à éliminer les connexions synaptiques entre neurones qui servent à coder la mémoire. Comment le cerveau fait sa sélection? Comment il juge une information pertinente et qui mérite d'être mémorisée? Eh bien, c'est lorsque cette information est utilisée régulièrement. Et une information est appelée et donc répétée régulièrement par deux moyens. Un, eh bien, il y a l'apprentissage du par cœur. Par exemple, lorsque vous devez apprendre une poésie, un texte si vous jouez une pièce de théâtre, du vocabulaire si vous apprenez une langue étrangère, vous devez répéter un certain nombre de fois. Alors c'est vrai, ce n'est pas forcément un exercice très plaisant de répéter et essayer d'apprendre par cœur. Mais c'est relativement nécessaire pour que le cerveau comprenne que les informations que vous répétez deviennent importantes et donc les présélectionne dans la mémoire. Mais lorsque vous ne répétez plus, vous oubliez car le contenu est jugé inutile par le cerveau. 2. Cette information doit être utilisée immédiatement et régulièrement. C'est la mise en pratique d'un savoir. Comme par exemple dans la formation professionnelle, quand vous apprenez la plomberie, le jardinage, immédiatement pour devenir un professionnel compétent, vous êtes obligé de mettre en pratique ce que vous avez appris en cours. Et donc on rejoint une loi de la nature bien connue, tout ce qui n'est pas utilisé s'atrophie et disparaît, et tout ce qui est utilisé se renforce. Alors ma photo, ça avance? Patience, patience, patience. Il est déconseillé de déranger un grand artiste. En fait, c'est comme un bon vin. Pour atteindre le génie, le sublime. Oui, mais bon, il va falloir que j'accélère quand même un peu, hein. Sinon, il y en a qui vont perdre patience.
pour le savoir, il y a la courbe de l'oubli conceptualisée en 1885 par un psychologue allemand, Hermann Ebbinghaus. Alors, qu'est-ce que c'est exactement la courbe de l'oubli? La courbe de l'oubli indique que les élèves se remémorent environ 60% d'un contenu d'un cours après seulement 20 minutes. Et si ce contenu n'est pas révisé ou n'est pas revu d'une manière ou d'une autre, il ne restera plus que 50% au bout d'une heure et un peu plus de 30% au bout de 9 heures. Donc si vous êtes enseignant ou formateur, vos élèves n'auront retenu que 30% du contenu de votre cours le lendemain, dans l'hypothèse bien entendu que le contenu du cours n'a pas été revu ou travaillé. Et il ne restera que 20% de ce contenu de cours au bout de 30 jours. Et puis évidemment quasiment plus rien au bout de quelques mois. D'où la nécessité d'un rappel constant du contenu d'un cours. Alors, ma photo? Oui, patience. Y a rien? Mais t'as rien fait du tout. Mais tu m'as dit que tu étais diplômé de graphisme et que c'était possible. Oui, en effet, c'est possible. Je suis même diplômé, mais en fait, j'ai oublié de pratiquer. Mais pourquoi tu m'as rien dit? Que je crois que j'ai oublié que je ne savais plus faire. C'est pour ça. Mais que c'est possible. Mais j'ai oublié que c'était possible et que je ne savais plus faire. Vous savez, la courbe de l'oubli, quoi. Ah bah la bandeau, la courbe de l'oubli. Y a pas une courbe de la bêtise des fois? Parce que là au moins t'oublierais pas. C'est pas gentil. C'est pas gentil. J'ai oublié d'être gentil moi. Probablement la courbe de l'oubli. Mais comme je pratique pas, c'est pour ça. Bah oui, j'ai oublié que j'ai oublié. Cocasse, non? Alors oui, vous me direz, 1885, ça date un petit peu. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de plus actuel? Et quel crédit scientifique accorder à cette courbe de l'oubli qui est en fait assez vieille? Alors il est vrai que Ebbinghaus n'a eu de sujet expérimental que lui-même et prévient d'ailleurs que ses résultats n'avaient de signification qu'individuelle, même s'il pensait que leur valeur pouvait être universelle. Ebbinghaus teste que sur lui-même. C'est vrai que scientifiquement parlant, ce n'est pas top. Donc il faudrait que son hypothèse soit validée par plusieurs sujets autres que lui-même. Mais rassurez-vous, c'est que cette courbe de l'oubli a été testée. Alors même si les résultats peuvent varier un petit peu, l'idée même d'Hermann Ebbinghaus a été confirmée par ces tests. Il y a eu une évaluation faite en 1985 et plus récemment en 2015 par des chercheurs de l'université d'Amsterdam. Et cette étude de l'université d'Amsterdam conclut ainsi: un sujet a passé 70 heures à apprendre des listes et à apprendre après 20 minutes, 1 heure, 9 heures, 1 jour, 2 jours ou 31 jours. Les résultats sont similaires aux données originales d'Ebbinghaus. Nous concluons donc que la courbe de l'oubli d'Ebbinghaus a bien été reproduite. Le point faible de cette étude, et bien entendu, c'est qu'il n'y a eu qu'une seule personne testée. Et scientifiquement parlant, si on veut faire les choses bien, il aurait fallu prendre un échantillon représentatif d'une population, à savoir environ 1000 personnes. C'est vrai que ces scientifiques d'Amsterdam auraient pu avoir un échantillon beaucoup plus large, se rapprocher d'un échantillon représentatif. Mais il faut savoir qu'une étude, ça coûte extrêmement cher, que les fonds sont publics et une étude ne rapporte pas grand-chose. Donc les choses sont faites en fonction des moyens financiers disponibles. Mais même déjà ça apporte des éléments de réponse. Et chacun a pu d'ailleurs constater la pertinence dans la pratique. Et c'est pour ça d'ailleurs que la courbe d'Ebbinghaus est restée célèbre. Tu peux venir voir, j'ai écrit un petit texte. Est-ce que tu pourrais me dire s'il y a quelques fautes? Parce que je sais que tu es un crack en orthographe. Oui, je peux te le dire, ça. Pas de problème. Cool. Et donc? Un autre outil intéressant est la pyramide de l'apprentissage d'Edgar Dale, conceptualisée en 1946. Alors la pyramide de l'apprentissage donne une vision assez intéressante de la rétention du savoir, c'est-à-dire par quelle pratique on retient le mieux. Donc sur cette pyramide, il est indiqué que l'on retient 90% d'un savoir quand on l'enseigne, 75% par la mise en pratique, 50% lorsque ce savoir est fait l'objet d'une discussion, 30% par la démonstration, 20% par le fait de regarder une vidéo, une émission télé et 10% en lisant. Et d'ailleurs, vous vous êtes rendu compte que vous n'avez jamais autant appris lorsque vous avez enseigné quelque chose à d'autres personnes, lorsque vous avez enseigné à des élèves. Ça va le texte? Tu fais rien? Non.
Mais tu as dit que tu pouvais me faire de me corriger les fautes. Bah oui, je peux le faire. Bah alors. Non mais si je dis que je peux le faire, ce n'est pas que je veux le faire. Ah. Ça s'appelle être attentif. Mais comme tu pratiques pas, t'as oublié. Quelle blague. Je veux mais je peux pas. Je peux mais je veux pas. De toute façon, je suis au-dessus de tout ça. Alors, pour en revenir à la pyramide de l'apprentissage d'Edgar Dale, scientifiquement parlant, elle n'est pas vraiment validée, notamment dans la répartition des pourcentages. Alors, en fait, les pourcentages que vous voyez ont été rajoutés par une grosse entreprise de formation américaine, le National Training Laboratories Institute, le NTL. Mais Edgar Dale précise quand même que la pyramide et surtout sa hiérarchie est une perception toute personnelle. Mais cette conceptualisation, certes toute personnelle d'Edgar Dale, basée sur l'expérience est quand même assez intéressante, même s'il n'y a pas eu de travaux sérieux sur le sujet. Donc voilà, vous avez l'explication de l'oubli chez vos élèves si vous êtes formateur ou enseignant, ou même chez vos enfants si vous êtes parent. Alors évidemment, ce n'est pas une excuse, mais cela donne un point de regard différent et donc une meilleure possibilité d'améliorer l'apprentissage chez vos élèves ou chez vos enfants. Si vos élèves oublient ce que vous avez dit dans un cours la veille, ce n'est pas forcément contre vous. Ce n'est pas non plus parce que vos élèves font preuve d'un certain laxisme, de mauvaise volonté, à moins bien entendu que vous ayez donné des exercices qui n'ont pas été faits. Mais gardez en tête qu'il y a toujours cette question de l'application et du rappel du contenu d'un cours. Comme un cours de danse, imaginez que vous êtes débutant, vous prenez un cours de danse par semaine, mais que vous ne pratiquez pas en soirée le week-end, car vous estimez que vous n'êtes pas assez bon, vous avez peur du rejet des autres, du jugement des autres, alors eh bien vous avancerez peu. Le professeur de danse, lui, sera bien embêté et il verra que vous ne faites pas beaucoup de progrès, mais il ne pourra pas plus vous aider. Et si vous vous contentez de pratiquer 1 heure par semaine et vous écoulez une semaine, il ne restera plus que 20% de ce que vous aurez appris. Donc il est vraiment nécessaire de pratiquer. Et c'est exactement pareil dans un cours de langue étrangère. Et bien entendu, si vous n'avez pas pratiqué, vous aurez tout oublié, même si vous avez été plutôt un bon élève. Donc cela voudrait dire que toutes les formations en entreprise qui ne sont pas appliquées sont oubliées et donc ne servent à rien. Donc des milliards d'euros ou des milliards de dollars seraient gaspillés. Bon alors, c'est sûr que je provoque un peu, mais le sujet devient en fait très sérieux. Oui, les formations qui ne trouvent pas une application concrète sur le terrain, qui ne donnent pas l'occasion d'un rappel des connaissances vues, alors oui, la formation ne sert à rien. Non pas à cause de la qualité de la formation, mais à cause de l'absence de mode de rappel des connaissances, ici dans un contexte qui favorise la mise en pratique. C'est ce que montre d'ailleurs une étude publiée en 2016 par le Harvard Business Review, donc la revue business de la prestigieuse université d'Harvard. Elle prend l'exemple de la formation des managers, donc 1500 managers au cadre dirigeant provenant de 50 organisations différentes ont été étudiés. Cette étude indique que les milliards investis tous les ans dans la formation de ces managers, donc de ces cadres supérieurs, n'améliorent pas, dans la plupart des cas, l'efficacité des organisations et donc des managers eux-mêmes. Donc la grande majorité des managers, c'est-à-dire donc des cadres supérieurs, réadoptent leur fonctionnement antérieur dès leur retour dans l'entreprise. Et l'étude montre que ce n'est pas la qualité des formations qui est en jeu, ni même l'envie sincère des cadres supérieurs formés. Les managers s'inscrivent en fonction de leurs besoins supposés sans que personne ne s'interroge quant à la façon dont pourrait se faire la mise en pratique réelle au sein de leur écosystème. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles en France a été mise en place en 2018 le dispositif AFEST, Action de formation en situation de travail. Donc là, je ne vais pas vous donner plus de détails, mais vous pourrez trouver plus de contenu dans les sources. Donc le lien est en description et ce lien renverra à la page des sources. Mais en fait, en tant que formateur, enseignant ou même parent, vous ne pouvez pas tout maîtriser. Si l'élève ne cherche pas à appliquer, vous n'y pouvez rien. Si vos enfants vous écoutent sincèrement, n'ont pas l'occasion de mettre en pratique vos bons conseils, seront complètement inutiles. Tu fais quoi?
Je me forme, jeune homme, je me forme. Tu te formes. Oui, à la self-défense. Je me forme. Non mais il y a quand même... Là, et c'est très efficace, vraiment très efficace. Jeune ami, on va faire un exercice. Allez, frappe-moi. Non, je vais te faire mal. Si, vas-y, j'insiste. Tac. Vous avez vu, hein? Impressionné, hein? T'as vu? Ah quand même. Maintenant, on va augmenter la difficulté improvisation. Ah, voilà. Bon, la pratique, c'est pas encore ça. Bon, bah, je vais au grand parc, hein. Fais gaffe, hein, parce qu'il y aura plein d'écureuils qui vont te manger dans la forêt. Ah bon? Quoi? Est-ce que t'as un gland, mon pote? Un beau gland, mais un gland quand même. L'écureuil, le gland. Comme c'est un gland, il va dans la forêt. L'écureuil est gland. Bon, je connais la théorie, mais la pratique, il me manque un peu d'exercice. Mais bon, rien de méchant. Alors, quand est-ce qu'un terrain d'application et donc de répétition d'un contenu est favorable? Essentiellement dans deux contextes. Donc, le premier contexte, eh bien, lorsqu'il y a un problème urgent et douloureux à résoudre. Je me souviens, par exemple, un ami me demande un conseil pour son enfant adolescent qui n'apprenait pas du tout à l'école, les notes étaient mauvaises et il était constamment en conflit avec lui. Et donc il n'en pouvait plus de son ado, qui travaillait pas, il était constamment en conflit avec lui. Il a assisté à un de mes ateliers et je peux vous garantir qu'il a écouté et il a mis en pratique ce qu'il avait appris. Parce que là, il avait un problème fort, urgent et douloureux à résoudre. Le second contexte est un contexte bien entendu d'examen ou de concours à préparer. Donc vous constaterez que vos élèves, c'est en vue des examens que vos élèves se mettent vraiment à appliquer, à revoir leurs cours, à faire les exercices, à vous poser des questions et essayer de mettre en pratique. Mais si vous n'avez ni l'un ni l'autre de ces deux leviers, alors pour vous en tant que formateur ou enseignant, ça sera plutôt difficile. Et c'est surtout le cas lorsque des matières sont dans un programme de formation et qu'elles ne sont pas spécialement passionnantes, mais elles sont au programme. L'oubli n'est pas une excuse, mais il ne faut pas dire « Ah, les pauvres élèves, ils oublient, c'est pas leur faute ». Non, c'est pas ce que je dis. Ce n'est pas une excuse, mais c'est une réalité à considérer. Et en considérant cette réalité, cela vous permet de lâcher prise. Alors, ce qui ne veut pas dire non plus ne rien faire. Et cela vous permet d'avoir un angle de vue différent qui vous permet de trouver des solutions. Alors, bien entendu, votre contexte est plutôt d'un contexte de cours, de formation. Et quelles sont les solutions pour amener la répétition de ce savoir? Bien entendu, vous n'avez pas forcément toujours un terrain favorable pour l'application, pour le rappel de ces informations. Il y a ce qu'on appelle les cartes mémoire. Les cartes mémoire sont très utiles quand il faut apprendre par cœur, comme par exemple du vocabulaire, des termes grammaticaux, il y a des langues étrangères, des formules mathématiques à apprendre. Les cartes mémoire ont le mérite d'avoir un côté ludique. Donc je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur les cartes mémoire. Il y a bien entendu la pratique et l'application immédiate, notamment dans la formation professionnelle. La formation professionnelle s'y prête bien, évidemment, dans une formation beaucoup plus classique et générale. La mise en pratique et l'application immédiate, c'est plutôt difficile. Et encore, dans la formation professionnelle, il s'agit là, bien entendu, des matières plutôt professionnelles concrètes qui peuvent être mises ensuite en pratique, notamment en apprentissage. Mais pour les matières un peu plus abstraites, comme le français et les mathématiques, c'est un peu plus difficile. Vous avez ce que j'appelle les programmes en tiroir. C'est-à-dire que le contenu du jour J vous servira au jour J+1. Mais faire le programme de cette sorte, ça permet de faire un rappel. Évidemment, le problème de cette solution-là, c'est que si les élèves n'apprennent pas le cours le lendemain, ils seront peut-être un peu en difficulté. Mais c'est ce qui permet un rappel et une réutilisation du contenu vu la veille. La mise en pratique dans les exercices, donc plus vous avez des exercices, plus vous faites un rappel du contenu qui a été vu. Plus les exercices ont un aspect ludique et concernent une mise en situation, plus la rétention d'informations, à savoir la mémorisation d'un contenu,
et forte. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir vu jusqu'au bout. Pensez à vous abonner et de mettre un pouce bleu, enfin un pouce quoi, voilà un pouce. Et je vous rappelle que vous avez un guide gratuit à télécharger. Maintenant, on va augmenter la difficulté improvisation. Ah, voilà. On l'a refait celle-là. Voilà, c'est bon. Ah, celle-là, tu vas pas la retourner, hein. Tu vas faire comme ça. Allez, ça.